C'est bon. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir Annick. Ouais. Donc, alors Annick, je te mets un peu dans le contexte. En fait, on organise souvent des speeches, t'en avais aussi un peu parlé. Voilà, on est une centaine de Camerounais. On se réunit pour parler des problématiques du Cameroun. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant de te recevoir aujourd'hui pour toujours discuter. Merci à toi. Ben écoute, et je trouve que l'actualité au Cameroun commence un tout petit peu. Après, c'est peut-être mon ressenti de diasporien, peut-être parce que je suis loin, mais j'ai comme l'impression que ça commence un peu à s'endormir. Et je trouvais donc opportun de relancer peut-être les débats sur l'actualité avec l'œuvre que tu as conçue, c'est le bon terme technique. Donc voilà, c'est une bande dessinée, une BD. Et donc oui, comme je le présentais brièvement à ceux qui nous écoutent, et on dit bonsoir à Algorium qui nous a rejoint, c'est donc une œuvre politique. C'est une c'est l'histoire qui retrace. Je vais éviter de spoiler, mais voilà, on va dire que ça retrace une histoire de famille compliquée. Ça parle des émeutes au Cameroun, ça parle aussi du maquis, de la période coloniale. Ça parle même de l'aliénation coloniale aussi, parce qu'il y a aussi vite fait cet aspect où il y a un professeur qui, dans une salle de classe, il dit à ses enfants que voilà, le colon, les militaires blancs qui sont là pour nous civiliser et que les méchants sont ceux qui essaient de se révolter. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre très très intéressant. Mais avant d'aller plus loin, Annick, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limites à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, Oui, bonsoir à tous. Contente de discuter avec vous. Merci pour l'invitation, Yopa. Donc je m'appelle Annick Kamgan, je suis autrice de bande dessinée franco-camerounaise. Je vis à Paris et je suis également illustratrice. Et donc mon dernier ouvrage qui s'appelle Les enfants du pays, qui a été publié en septembre. Durant ce mois de septembre, à la boîte à bulles et en librairie depuis septembre, excusez-moi. C'est un livre qui est un thriller. C'est un livre qui est une bande dessinée, une fiction, plus précisément une autofiction, donc inspirée de ma vie et de celle de mon père, qui, à travers un thriller, le genre thriller, parle de la guerre de décolonisation du Cameroun, donc du maquis. Je suis née au Cameroun. J'y ai passé une partie de mon enfance dans les années 80. Puis, dans les années 90, suite aux villes mortes, aux émeutes, j'ai quitté le Cameroun et je suis allée vivre dans l'île dont ma mère est originaire, qui est la Guadeloupe.
Mon père à l'époque, donc, qui est décédé en 2020, s'appelait Hubert Kamgan. Il avait un parti politique qui s'appelait l'Union des populations africaines et qui était un parti panafricaniste. Il s'est présenté 3 fois à l'élection présidentielle au Cameroun en 2007, en 2011 et avant ça, c'était en 2004. 2004. Attendez, je veux pas vous dire de bêtises. Le dernier, c'était 2011. Avant 2011, donc c'est tous les 7 ans. Donc avant 2011, c'est 2004, c'est ça? Oui, 2004, ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Et avant 2004, c'est 1997. C'est bien ça? 1997. Ouais, ici. C'est tous les 7 ans. Voilà, exactement. Voilà. Et à Yaoundé, il était identifié comme l'homme politique qui parle de la monnaie, qui parle de panafricanisme, qui parle des États-Unis d'Afrique. Et donc, à l'époque des émeutes, en 90, quand j'ai quitté le Cameroun et que je suis allée vivre en Guadeloupe, donc nous étions une famille de 4 enfants. À partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout revu mon père. Voilà, je l'ai revu vraiment des années après. Mais il avait décidé, mon père, en fait, de rester au Cameroun alors qu'il avait la possibilité de partir avec nous. Voilà, mais il a décidé de rester au Cameroun et donc de fonder son parti politique et de défendre ses idées. Voilà, son idéologie. Et donc il a fait passer ses idées durant les 3 élections présidentielles auxquelles il s'est présenté. Voilà, donc je suis autrice de bande dessinée et donc j'ai décidé de créer une histoire inspirée donc de sa vie et de son enfance durant l'époque du maquis au Cameroun. Voilà, pour écrire cette fiction et donc pour parler de la guerre de décolonisation du Cameroun. J'ai pas envie de trop spoiler, mais je pense que les origines de l'engagement politique de mon père viennent de son enfance durant le maquis dans l'ouest du Cameroun, puisqu'il est né à Batié, situé à quelques kilomètres de Bafoussam. Voilà, il a grandi donc dans cette zone où il y avait le maquis. Puis il a passé son adolescence à Nkontamba dans le Mungo où il y avait aussi le maquis. Voilà, et ça l'a vraiment marqué. Donc voilà qui je suis. C'est ma deuxième bande dessinée. D'accord, bah écoute, merci Annick. Alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat, parce que tu nous as un peu expliqué ce qui t'a motivé à, à concevoir cette bande dessinée. Mais qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Parce que, alors, pour comprendre, c'est-à-dire que le papa, il a décidé de mettre sa famille à l'abri, on va dire, et de rester dans un contexte colonial et post-colonial un peu tendu, et en même temps d'essayer de prétendre à des postes politiques et voire à la présidence, donc le poste suprême. Mais pourquoi pour cela il a eu besoin? Alors là, j'ai 2 questions. Alors pourquoi pour cela il a eu besoin peut-être de s'isoler? Et bien sûr, on va essayer de pas spoiler le livre. Et deuxième question, c'est pourquoi cette histoire t'a marqué au point où tu as décidé d'en faire une BD, presque une autobiographie, et pourquoi c'est pas resté peut-être dans la sphère privée? Qu'est-ce que tu as trouvé de pertinent à partager avec tes autres frères et sœurs camerounais, par exemple? Donc la première question, c'est pourquoi il a décidé de rester au Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, il a décidé de rester au Cameroun parce que il était très attaché à son pays. Il est camerounais, né au Cameroun, et il estimait que le Cameroun, depuis son indépendance, n'était pas sur la bonne voie à adopter pour son développement économique. Il était cadre dans un organisme qui s'appelait à l'époque l'UDEAC, qui est qui aujourd'hui s'appelle la CEMAC. Je ne sais pas si vous connaissez, je présume que oui. Attends, mais on parle de quelle CEMAC? La CEMAC, la sous-région Afrique centrale, ou la CEMAC, une autre CEMAC? Oui, c'est ça, exactement. C'est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Exactement, ok, ça marche. Voilà, ça s'appelait à l'époque l'UDEAC.
et le siège de l'UDEAC était à Bangui. D'accord? Et donc mon père était cadre dans cette organisation internationale là, de la sous-région, et il s'est rendu compte en fait durant sa carrière professionnelle que le Cameroun et les pays de la sous-région ne pouvaient pas se développer parce que les bases en fait du développement n'étaient pas suffisamment solides. Notamment, il s'est rendu compte que le franc CFA était une monnaie en fait qui était conçue en fait durant la colonisation, qui était une monnaie davantage conçue pour favoriser les exportations, des matières premières en France, donc l'ancienne métropole du Cameroun. Donc il s'est rendu compte que cette monnaie n'était pas une monnaie qui favorisait les exportations, mais qui ne pouvait pas favoriser l'industrialisation et le développement du Cameroun. Donc il s'est rendu compte de ça. Et comme je vous dis aussi également, il a été marqué en fait par les événements de son enfance où il a côtoyé des nationalistes qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun, la souveraineté du Cameroun. Et donc ça l'a vraiment particulièrement marqué. Et je pense que c'est pour ça qu'il a décidé, au moment où, durant la période donc des villes mortes et des émeutes au Cameroun, c'est pour ça que je pense qu'il a décidé de se lancer en politique, de fonder son parti politique et de défendre l'idée d'un Cameroun complètement libéré en fait de la mainmise française à travers la monnaie et à travers aussi d'autres accords coloniaux. Et donc il a défendu cette idée. Il a aussi défendu l'idée des États-Unis d'Afrique. Il a écrit 3 livres durant toutes les fois là où il s'est présenté à l'élection présidentielle au Cameroun, Hubert Kamgan. Il a écrit 3 livres où il présentait son projet politique. Un premier livre qui est paru dans les années 90 à l'Harmattan. Le livre s'appelle Au-delà de la conférence nationale pour les États-Unis d'Afrique. Il a ensuite écrit un autre livre environ 10 ans après, qui s'appelait Cameroun quitter la CEMAC et œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Et enfin, en 2012-2011, il a écrit un dernier livre qui est un livre plus personnel, qui s'appelle Ce pourquoi je me bats, où il raconte un petit peu sa biographie. Et les différentes étapes qui l'ont mené à s'engager politiquement. Voilà, donc Hubert Kamgan, c'est ça, c'est ce panafricaniste qui participait à pas mal de débats télé, qui était un petit peu identifié comme... Alors au début, il n'était pas trop pris au sérieux quand il parlait des États-Unis d'Afrique, de panafricanisme. Puis au fur et à mesure des années, les personnes ont commencé à le prendre un peu plus au sérieux. Donc ça, c'est... ce qu'il défendait et sans doute son enfance et les fonctions qu'il a occupées au sein de cette organisation lui ont fait prendre conscience que c'était pas la bonne voie en fait qui était prise pour le Cameroun et tous les pays et l'ensemble des pays d'Afrique. Donc c'est la réponse à la première question. Voilà, et la deuxième question, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un livre. Eh bien parce que, imaginez-vous, j'ai pas vu mon père pendant 25 ans, donc c'est forcément quelque chose qui a marqué ma vie, puisque ça s'appelle un abandon en fait. Quand un père décide de se consacrer à la politique et de se consacrer à son pays, de rester dans son pays plutôt que de s'occuper de sa famille. Donc ça correspond à un abandon. Et donc j'ai été quand même marquée par ça. Ça a marqué ma vie et quand je l'ai revu 25 ans après, il avait pas trop bougé d'un pouce. Il était toujours très 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 engagé politiquement. Il avait encore des projets politiques pour son pays. Et donc je me suis dit que c'était quand même un amour pour son pays, un patriotisme vraiment profondément ancré. J'ai trouvé que c'était vraiment et je me suis dit ça doit remonter à cette enfance. Et là j'ai creusé et j'ai découvert un épisode historique du Cameroun que j'ignorais jusqu'alors, qui est donc la guerre de décolonisation, le Maquis, que je connaissais très très peu. Et donc j'ai décidé de prendre de
de raconter l'histoire de mon père, de raconter l'histoire de mon père et au-delà de l'histoire de mon père, de raconter l'histoire de décolonisation du Cameroun. Voilà, l'histoire d'une décolonisation inachevée. Et donc c'est pas une autobiographie, contrairement à ce que tu dis Yopa, c'est une autofiction. C'est-à-dire que c'est une fiction inspirée de faits réels. Donc il y a des choses qui sont arrivées et il y a des choses qui sont inventées. Allô? Ah oui, d'accord. Non, je pensais que tu développais encore. D'accord. Non, non, mais c'est bien compris. Ok, c'est une autofiction, d'accord. C'est ça. Ok. Donc ça veut dire que il y a du vrai, mais il y a aussi un peu de, voilà, il y a des choses que tu as rajoutées pour. Exactement. Ok. Bon, alors là, on va rentrer dans le dur pour faire un peu des parallèles avec l'actualité aujourd'hui. Dans le livre, dans la bande dessinée, il y a la partie émeute, il y a les villes mortes entre 90 et 91, justement. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que, en écrivant le livre, tu as eu le temps de te renseigner sur cette période-là? Parce que aujourd'hui, le Cameroun a traversé une crise politique et voilà, il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a prétendu avoir gagné, d'après ses procès-verbaux, qui a commencé à initier des stratégies de renversement, et parmi l'une desquelles il a proposé des villes mortes. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as pris le temps de te documenter et de rédiger cette histoire, et qu'est-ce que tu pourrais en dire de ces stratégies sur le plan d'une contestation révolutionnaire? Alors moi, je ne suis pas vraiment, je suis pas une personne qui va aller dans l'analyse en fait des outils utilisés pour mettre en place pour renverser un régime et pour amorcer un changement. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un souvenir marquant de mon enfance. Cette période de ville morte. Alors, je dois préciser que, alors je vous avais bien dit que c'était une autofiction, parce que j'ai vécu l'épisode des villes mortes, mais pas au Cameroun, pas à Yaoundé, mais en République centrafricaine. Parce que comme je vous ai dit, mon père en fait était cadre à l'UDEAC. Le siège de l'UDEAC était à Bangui, donc en fait il était cadre à Bangui quand les villes mortes ont démarré au Cameroun, d'accord? Mais il y a eu aussi les villes mortes à Bangui. En fait, en 90 et en 91, il y a eu, au-delà des villes mortes au Cameroun, il y a eu toute une vague. Dans la plupart des pays francophones, on est passé du parti unique au multipartisme suite à des émeutes, suite à des révoltes populaires. Donc c'est arrivé à Bangui, c'est arrivé à Yaoundé et c'est arrivé dans d'autres capitales africaines. Alors je sais pas de quelle génération vous êtes, mais voilà, moi j'avais 10 ans en 90-91, voilà. Et je me souviens de Bangui complètement bloqué. Voilà. Je me souviens d'émeutes dans Bangui. Et ce que je sais aussi au Cameroun, c'est qu'il y a eu les villes mortes, même si je ne les ai pas vécues, puisque j'étais à Bangui à ce moment-là. Ce que je sais en tous les cas, avec le recul, c'est que c'est une période qui a ouvert l'espace qui a ouvert les espaces de liberté au Cameroun, à Bangui et dans d'autres pays, puisqu'on est passé de l'époque où il y avait un parti unique, qui était donc le parti du président Paul Biya, au multipartisme. Et ça, c'est une période donc qui concerne à peu près tous les pays. Il me semble même que ça a démarré au Bénin. Mais le constat de cette période qui était prometteuse en fait, qui nous promettait en fait une démocratie où il y aurait plusieurs partis, où il y aurait l'alternance démocratique. Alors, elle a fonctionné dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, voilà, malgré cette ouverture démocratique, aujourd'hui, nous avons toujours donc le même président au Cameroun, Paul Biya. Donc, il a réussi à se maintenir au pouvoir parce que ces émeutes ont permis le multipartisme, mais les gouvernants se sont adaptés et donc la fraude électorale a été généralisée. Donc une espèce de, écoutez, je suis pas analyste, ce que je vois en tout cas, c'est que Paul Biya s'est adapté en fait. Donc à chaque fois qu'il y a des révoltes, à chaque fois qu'il y a
une contestation, il arrive à s'adapter, il arrive à muer, il arrive à voilà. Et sans doute parce que les Camerounais sont divisés, peut-être parce qu'il y a des divisions entre les ethnies. Bon, peut-être aussi parce que les gens vivent tellement au jour le jour, les gens sont tellement dans la survie que c'est compliqué en fait de mettre en place une révolte. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que bon, c'est un outil comme un autre. Mais je ne peux pas, mais voilà, mais le constat est que, en tout cas au Cameroun, bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, je laisse pas les historiens, les personnes qui ont davantage qui ont davantage d'éléments pour faire leur analyse politique, voilà, l'affaire. Moi, en tous les cas, je la raconte dans cette enfance. Je l'ai vécu dans mon enfance et je la raconte dans le livre. Et pourquoi je la raconte dans le livre? C'est un prétexte pour parler de la France-Afrique, parce que durant les années 90, pendant les émeutes, à l'époque, le président de l'époque français qui s'appelait François Mitterrand a dit qu'il allait, durant un discours qu'on appelait le discours de la Baule, à cette époque, il a dit qu'il avait constaté qu'il y avait beaucoup d'émeutes à peu près dans tous les pays africains. Et il avait dit à l'époque que la France allait continuer à aider les pays qui en fait s'acheminaient vers le chemin de la démocratie. Donc il allait favoriser l'aide au développement pour ces pays-là, voilà, et qu'elle serait supprimée pour les pays qui ne veulent pas s'ouvrir à la démocratie. Bon, après c'est un discours qui est resté un discours, parce que dans les faits il a continué à aider et à soutenir. Paul Biya et d'autres dirigeants africains. Et donc, quand j'évoque cette période des émeutes dans mon livre, c'est une critique un petit peu de la France-Afrique, puisque à ce moment-là, dans les années 90-91, la France en fait met son nez dans les affaires internes du Cameroun. Et tout mon livre en fait il défend cette thèse, et c'est pas que ma BD qui défend cette thèse à travers l'histoire, mais aussi d'autres livres, notamment Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui dit que la décolonisation au Cameroun a été inachevée et qu'elle a abouti à ce qu'on appelle la France-Afrique. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, merci Yannick. Alors effectivement, ce que je comprends, c'est que dans la BD, tu dénonces clairement que la France a imposé un certain silence et surtout une écriture de l'histoire. Donc, quelque part aussi, la bande dessinée que tu écris, c'est pour raconter aussi notre version à nous de l'histoire. Tout à fait, c'est ça. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette bande dessinée, c'est, dans l'histoire que je veux raconter, c'est de raconter vraiment l'histoire du Cameroun à travers une histoire familiale, celle d'une fille qui a été abandonnée par son père, qui vit à Paris. C'est ça le pitch de mon histoire. J'ai créé un personnage qui s'inspire de moi. Elle vit à Paris en 2020 et elle apprend que son père, qu'il a abandonné 20 ans auparavant, vit toujours au Cameroun et est gravement malade. Donc elle se rend au chevet de son père pour comprendre pourquoi il l'a abandonné. Et elle découvre que le rôle que son père a joué durant la guerre de décolonisation du Cameroun, donc durant le maquis, explique leur longue séparation de 25 ans. Donc je veux raconter la grande histoire à travers cette histoire familiale, parce que je pense qu'au Cameroun, beaucoup de Camerounais ont des choses à dire, ont forcément des histoires de famille. En tous les cas, ceux originaires de zones qui ont été les épicentres de cette guerre ont forcément des choses à dire, sur cette histoire à travers leur histoire familiale. Je trouve intéressant en fait de parler de cette histoire à travers le prisme de nos histoires familiales. Et je suis pas la seule. Alors, à ma connaissance, c'est la seule BD sur le sujet qui existe. Mais j'ai lu des livres, des fictions qui racontent le maquis à travers la fiction. On a un écrivain camerounais, Mongo Betty. Il a écrit un livre qui s'appelle Remember Ruben, où il parle du maquis. Et il y a aussi d'autres auteurs. Il y a Emily Boom, une autrice camerounaise.
Elle a écrit un livre qui s'appelle Les Maquisards, qui est une fiction inspirée de ce que ses parents lui ont raconté sur le maquis et tout ça. Voilà. Et il y a aussi Max Lobé, qui est un écrivain camerounais. Il a écrit un livre qui s'appelait Confidence, où c'est l'histoire d'un jeune Camerounais qui retourne en Pays Bassa et qui se laisse mener par sa grand-mère à travers le Pays Bassa, et donc à travers leur cheminement, la grand-mère lui raconte l'histoire du maquis. Donc je m'inscris dans cette lignée de personnes qui s'emparent de l'histoire pour écrire une fiction. Alors moi, particulièrement à travers la bande dessinée, parce que je trouve ça très intéressant en fait de procéder comme ça. Quand tu dis procéder comme ça, c'est quoi? C'est faire une BD ou c'est Non, c'est raconter l'histoire okay. du Cameroun à travers mon histoire familiale. Ouais. Et du coup, ça m'intéresse juste sur la forme. Pourquoi une BD et pas peut-être un roman ou un truc écrit? Mais je suis autrice de bande dessinée. Voilà, c'est ok. Non mais c'est clair, ça répond parfaitement à la question. Ah oui, c'est ça. C'est ma deuxième bande dessinée. Alors je vais pas parler de la première parce que c'est un autre sujet, mais je trouve aussi que la bande dessinée c'est une manière donc à travers un récit qui mêle images et texte. Je trouve que ça permet de rendre une histoire plus accessible que d'ouvrir un livre d'historien. Voilà. Je trouve que ça rend les choses beaucoup plus accessibles parce que on crée des personnages qui ont des enjeux et donc le lecteur peut s'identifier aux personnages et il suit comme ça les pérégrinations des personnages. Voilà, il y a quand même une galerie de personnages quand même assez diverses dans mon livre. Voilà, et qui vraiment rend l'histoire plus accessible et plus agréable à lire. Alors je dis pas que c'est pas agréable de lire des livres d'historiens, mais c'est autre chose. Disons que des personnes, alors j'ai eu des retours critiques évidemment de ce livre. Pas mal de personnes me disent en fait qu'elles ont l'impression qu'ils ne connaissaient absolument rien au Cameroun, qu'ils ne connaissaient absolument rien à l'histoire du Cameroun, me disent j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses à travers cette histoire et sans m'ennuyer. Voilà, parce que j'ai été portée par les personnages. Et voilà, donc je trouve que ça rend les choses plus accessibles. J'avoue, et ça rend aussi les choses peut-être plus accessibles et on s'identifie plus facilement à l'histoire parce que on ne raconte pas l'histoire en étant à la troisième personne, mais on peut s'identifier à un personnage. Tu as pris l'exemple de la jeune fille de Myriam. Oui. Exactement, avec son fils qui vivent à Paris, etc. Et justement, je voulais parler un peu de cette diaspora là. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que les Camerounais qui vivent à l'extérieur, est-ce qu'ils ont quelque chose à proposer par rapport à l'histoire du Cameroun, par rapport à ce qui se vit aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que dans ta BD, est-ce qu'en écrivant ta BD, tu as eu des petites réflexions dessus de comment est-ce que nous aussi on peut contribuer à... Alors toi, par exemple, tu l'as fait avec ta BD et tout, mais est-ce que la diaspora a un impact et comment est-ce qu'on peut vraiment contribuer à aider ceux qui sont au pays à s'émanciper aussi? Mais en fait, je pense que c'est déjà fait, c'est-à-dire relayer ce qui se passe au Cameroun, essayer d'intéresser le public en Occident à ce qui se passe au Cameroun, et parce que c'est compliqué pour eux là-bas de sortir, de manifester, hein, voilà, parce qu'ils tirent à balles réelles et il y a eu des morts. Donc ce qu'on peut faire, c'est relayer ce qui se passe. Et puis militer dans les partis. Voilà, je sais qu'il y a des partis camerounais qui sont présents en France. Continuer à militer, continuer à mobiliser. Bon, que chacun fasse sa part. Moi, ma part, c'est que je sais faire des bandes dessinées, donc j'ai fait ma bande dessinée. Bon, voilà. Que chacun, à son niveau, fasse ce qu'il peut.
Mais je l'ai fait aussi je l'ai fait aussi pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire. Parce que je vous ai dit, parce que je t'ai dit, cette bande dessinée, c'est un thriller. C'est un thriller. Les codes du thriller, c'est quoi? C'est que c'est un personnage qui enquête et qui se met en danger. Donc il y a du danger, il y a des retournements de situation, il y a des méchants, il y a des gentils. Et par exemple, moi, le genre thriller, c'est un genre que je trouve très captivant en roman, en bande dessinée et même en film. Et donc j'ai voulu vraiment faire un storytelling captivant pour raconter une histoire peu connue du grand public français. Voilà. Et peut-être aussi même pas aussi bien connue que ça au sein de la diaspora. Voilà. Donc vraiment mettre un storytelling captivant au service de nos histoires. Ça fait aussi partie de moi. C'est ce que je peux faire. Totalement d'accord avec ça. Et justement, pour parler de cette période coloniale, il y a un truc qui m'a interpellé lorsque j'ai parcouru ta BDC. Il y a quelque part, il y a la notion d'aliénation aussi, parce qu'il y a ce professeur là qui est au tableau, voilà, et qui dit à ses élèves, non, voilà, c'est les gentils militaires blancs qui sont là pour nous aider à nous développer, pour qu'ensuite nous-mêmes on prenne notre destin en main, et vos frères, vous les autres là qui font les conneries, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les maquisards, ils sont en train de faire de la merde, donc ne les suivez pas, ce sont de mauvaises personnes. Alors, comment est-ce que ça s'est, alors je sais pas si tu as rencontré peut-être des gens pour agrémenter l'histoire ou elle t'a été racontée par le papa, ou voilà. Comment est-ce que tu as abordé cette notion d'aliénation de manière générale, et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais sont moins aliénés que dans les années de Maquis 80 et après, on va dire les années coloniales et post-coloniales? D'accord. Alors, c'est pas par hasard en fait que dans le livre je parle de ce discours qu'il y a eu durant le maquis où il y avait une propagande qui visait donc les maquisards, les nationalistes qui luttaient pour l'indépendance et qui les qualifiait de terroristes. Hein. Il y a eu cette propagande en fait pendant le maquis. Je ne l'ai pas inventé, c'est quelque chose que j'ai constaté et je me suis aussi documentée. Alors cette bande dessinée, vous la voyez comme ça, c'est une fiction, c'est un thriller, mais c'est hyper documenté. Ce que je veux dire, c'est que j'ai lu des livres sur l'histoire du maquis, notamment le livre Cameroun, une guerre aux origines de la France-Afrique. Et d'ailleurs, un des co-auteurs a écrit la postface de ma bande dessinée, Thomas Deltombe. Voilà, donc ce sont les dernières pages. Donc j'ai lu le livre de Thomas Deltombe, enfin qui est un des co-auteurs de Thomas Deltombe, Manuel Domargue et Jacob Tatsista. Donc j'ai lu leurs livres. J'ai lu d'autres livres aussi sur le maquis. J'ai vu aussi plusieurs documentaires sur la guerre de décolonisation du Cameroun. Et je suis aussi allée en immersion au Cameroun 3 fois, en 2020, en 2022 et en 2023. Et effectivement, j'ai ressenti que il y avait eu vraiment un vrai discours, un vrai lavage de cerveau sur place pendant la période du maquis, où vraiment les nationalistes étaient considérés comme des rebelles, des terroristes. Et donc c'est ça que j'ai voulu restituer dans l'histoire, sans tout raconter, où effectivement il y a cette propagande, il y a cette propagande mise en place par l'armée française durant avant l'indépendance de 1960, et qui a été aussi après relayée par l'armée camerounaise, aidée des militaires français. Voilà. Donc cette propagande a continué aussi après les années 60. Et cette propagande, quelque part aussi, continue. Je ne sais plus le nom de l'homme politique en question, mais il y a un monsieur qui est passé à la télé au Cameroun qui a dit que Ernest Ouandié était un terroriste. Hein. Donc ça date pas d'hier, là, cette affaire. Enfin, voilà, c'est un discours qui reste, quoi, de dire que les Ouandié étaient des terroristes. Donc voilà, donc c'est une aliénation qui a été voulue et dont les traces sont encore présentes dans le Cameroun contemporain. Je sais pas si Neurospinal non, mais je vois exactement de qui tu parles.
Oui, c'est un homme politique camerounais, là. Il est intervenu sur une chaîne, Elimbi Lobe. Lumbi Lobé, merci, exactement. C'est de lui. Et par là, je voulais coller une question à Nick, si possible. Donc, et je crois que tu as commencé à apporter un début de réponse. Mais le target audience pour le book, et si tu peux épingler, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux épingler, le link dans le space, comme ça ceux qui vont réécouter après pourront... Oui, je vais chercher, je cherche et j'ai pas que ça, oui. Oui. Et donc, tu as commencé à apporter un début de réponse à la question, parce que ma question aurait été, est-ce que c'est le target, c'est-à-dire que si par exemple je veux faire découvrir le Cameroun, j'ai une petite fille de 6 ans par là, est-ce que c'est une audience appropriée, ou bien il faut que ce soit un peu réservé à quelqu'un qui a déjà une maturité de pouvoir comprendre ce qui se passe et tout. Ça, c'est une première question. Le livre, ah oui, pardon, oui, vas-y. Ouais. En tout cas, non, vas-y, tu peux répondre d'abord et puis après je vais reposer l'autre. Oui, non, ce livre est destiné à un public à partir, je dirais, à la fin, peut-être du collège à public adulte, quoi. Donc c'est pas un livre pour enfants. Voilà, c'est une bande dessinée pour des enfants un peu plus grands quand même, hein. Je dirais fin du collège, mais une enfant de 6 ans non, et puis pour des adultes. Parce que c'est un thriller. C'est un thriller, donc il y a une femme qui se met en danger. En fait, la première scène du livre, c'est qu'on voit mon personnage courir dans un marché à Mokolo, à Yaoundé, et elle est kidnappée. Voilà. Et ensuite, il y a des flashbacks sur sa vie. Il y a des flashbacks sur voilà. Donc elle est en danger, elle se fait kidnapper, voilà. Et il y a la guerre aussi de décolonisation. Il y a le maquis, quoi. Il y a la période du maquis. Donc c'est plutôt pour adolescents à partir de l'adolescence. Super. Et mon autre question, c'est un peu plus. Alors, est-ce que tu t'inscris, c'est-à-dire ton idée derrière le livre, est-ce que tu t'inscris plus dans une sorte de semi-autobiographie et vouloir rapporter l'histoire et voilà le vécu de ton feu papa, père son âme, ou bien tu t'inscris plus du côté révolutionnaire, combattante, et voilà, ta vision et ton objectif, c'est éventuellement de créer cette union des populations africaines. Je suis une raconteuse d'histoires. Je raconte des histoires. Maintenant, forcément, je mets mes idées. Ce sont des histoires qui sont forcément engagées, puisque dans Les enfants du pays, je parle du maquis et je réhabilite les nationalistes qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, je suis du côté de ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Je suis du côté des nationalistes. Je suis du côté de ceux qui veulent libérer le Cameroun. Voilà. Mais ma manière de militer à moi, c'est de raconter des histoires. Et alors, tu m'avais posé une question avant, auquel j'avais déjà répondu, mais je réponds à nouveau, il n'y a pas de souci. Mon livre, c'est une autofiction. C'est-à-dire que c'est une fiction inspirée de faits réels. Donc, j'ai créé des personnages qui s'inspirent de moi, de mon père, il y a un petit garçon dans le livre qui s'appelle Marcus. J'ai un garçon. Voilà, il s'appelle pas Marcus, mais voilà. Et je raconte aussi l'enfance de mon père à Battier. Alors pour le coup, mon père, il a le même nom que dans la vraie vie, Hubert. Voilà. Donc il a des amis. Voilà, il va à l'école. Il a des amis. Donc j'ai créé des personnages. Voilà, on le voit grandir dans à l'endroit où il y a le maquis. Puis après, il va à Nkongsamba faire son lycée. Il rencontre à nouveau un autre ami. Puis après, il va en France. Voilà. Donc, c'est une fiction inspirée de faits réels. Allô? Ça répond à ma question. Voilà. Et je vous ai mis en lien. J'ai envoyé à Ingénieur Kamit le lien sur mon livre. Voilà. Et vous pouvez le trouver pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez le trouver en librairie. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous le demandez. S'ils ne l'ont pas, ils vous le commandent. Vous l'avez le lendemain. Vous pouvez le trouver en ligne.
alors il est distribué dans plusieurs librairies en France, hein, voilà, mais j'ai pas toute la liste. Voilà, et vraiment si vous allez dans la librairie la plus proche de chez vous et qu'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander. Voilà. Pour que vous puissiez l'acheter. Il est aussi disponible en ligne. Alors il est disponible sur Amazon, mais j'ai pas trop envie de vous encourager d'aller sur Amazon parce qu'en fait ils le vendent. Enfin, je suis autrice de bande dessinée. Quand on fait un livre, on a 10% sur le livre. Sur Amazon, il est vendu moins, donc ça me fait encore moins. Et puis il faut encourager plutôt les librairies. Donc s'il vous plaît, allez plus sur le site comme la Fnac ou Cultura plutôt que sur Amazon, si possible. Voilà, donc vous pouvez le trouver en ligne. Il est vraiment très très facile à trouver en ligne. Vous n'aurez pas de mal à le trouver. Là, je vous ai envoyé le lien sur ma maison d'édition. Vous avez le titre du livre et vous avez l'auteur, donc moi, Annick Kamgan. Voilà. Et j'espère qu'il sera bientôt disponible aussi au Cameroun, mais ça ne dépend pas de moi. Mon éditeur a un diffuseur qui a contacté des librairies au Cameroun. Et si donc c'est envoyé, ça mettra un petit peu de temps parce que ça sera envoyé par voie maritime. Voilà, et il faut que les librairies le prennent aussi, mais ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas en auto-édition. D'accord? Donc j'ai publié à compte d'éditeur, ma maison d'édition c'est la Boîte à Bulles. Donc ça c'est eux qui gèrent. Alors, deux dernières questions, Annick, et vraiment te remercie pour toutes les réponses que tu nous donnes. La première, c'est merci à toi. quelle est la chose qui t'a la plus marqué lors de la conception de cette BD? Est-ce que c'est une anecdote? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés? Quel est le fait le plus marquant lorsque tu concevais cette BD? Ouais. Le fait le plus marquant, déjà j'étais vraiment triste en fait de savoir que en fait la plupart des survivants en fait la plupart des gens sont morts en fait, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'était en 2020 et la BD est sortie en 2025, et entre 2020 et 2025 il y a des gens qui sont morts. Par exemple, j'avais rencontré la veuve de Roubenou Niobé, Marthe. Voilà, elle est morte 1 an après que l'avoir rencontrée. J'avais aussi rencontré Mathieu Njacep, qui lui est toujours vivant. Il était en fait le compagnon de cellule de Ernest Wandier. Donc il est toujours vivant, donc je l'ai rencontré. Voilà, donc vraiment là où j'étais vraiment triste, c'est que en fait beaucoup de personnes ont disparu sans forcément laisser des témoignages, voilà. Donc je pense qu'on a perdu pas mal quand même de témoignages sur cette histoire. Voilà. Et une anecdote. Ah oui. Alors je suis une femme et pendant mes recherches, je me suis souvent demandé où étaient les femmes en fait, le rôle que les femmes avaient pris part dans cette histoire. Et j'avais aussi beaucoup insisté pour interroger des femmes. Et je me souviens d'une anecdote où je commence à interroger une femme et en fait ce sont les hommes qui répondent à sa place. Et j'ai dû juste dire aux hommes, mais écoutez, c'est pas à vous que j'ai posé la question, c'est à madame, donc s'il vous plaît, laissez-la parler. Voilà. Oh là là, c'est terrible ça. Mais bon, ça nous fait pas honneur, mais écoute. Je suis désolée. Ouais. On va aussi dire que c'est peut-être aussi dans l'héritage, hein, parce que on est quand même une terre de matriarcat, et bon, c'est dommage qu'aujourd'hui les femmes ne soient pas assez mises en avant. Et ma dernière question qui est, alors certes, tu vas nous dire que t'es pas une analyste, que toi tu retranscris l'histoire, mais est-ce qu'aujourd'hui toi tu crois, quand tu vois les derniers événements qui sont arrivés au Cameroun, est-ce que tu penses qu'avec la longévité du régime actuel, est-ce que tu penses que une réconciliation est possible plus tard, que les choses pourraient changer, et de quelle façon? Quelle est ta lecture, même si elle est subjective, même si elle ne tient pas en compte de tout? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Mais moi, je dirais que, j'ai l'impression que, en fait, le pays est dans un tel état que les gens, ils sont dans la survie, et que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et j'ai aussi l'impression, vu de l'extérieur, que le Cameroun, oui, c'est ça. Je pense que un des points faibles,
du Cameroun et des Camerounais, c'est leur division. Voilà, mais je veux pas aller plus loin dans cette analyse, parce que en vrai j'ai pas tous les éléments non plus. Là c'est plus un sentiment. Mais après mais l'histoire en fait du Cameroun, elle est quand même marquée par des moments où les Camerounais vont dehors et se lèvent et se révoltent. Donc ça va continuer en fait. Les gens vont continuer à se révolter quoi. Et comme c'est un pays jeune, le Cameroun, comme la plupart des pays africains, bon bah tant qu'il y a des jeunes, tant qu'il y a des jeunes, il y aura des révoltes, voilà. Et donc c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est ce qu'il faut souhaiter c'est ce qu'il faut souhaiter au Cameroun. Ouais. Ben, J'espère. Et ma dernière question allait même dans ce sens, parce que le Cameroun fait partie bon, tu as beaucoup plus tu fais beaucoup plus confiance à la jeunesse camerounaise que moi, parce que j'ai vu beaucoup qui m'inquiètent à la limite. Et donc, ouais. Ma question aurait été, pour moi, je suis beaucoup plus attiré par qu'est-ce que tu crois que quel est l'impact, ou alors peut-être pas l'impact visé, mais quel est l'impact que tu souhaites que le livre ait sur que ce soit la jeunesse ou pour le futur du Cameroun? Oula, en fait, je pense pas vraiment, parce que en fait, il y a une donnée quand même qui joue sur la réception du livre, c'est que c'est un livre qui a été publié en France, d'accord, par un éditeur français. Et là déjà j'ai une problématique de quand est-ce que le livre vient au Cameroun. C'est déjà il y a quand même déjà cette problématique là. Donc je pense que c'est plus un livre qui sera lu dans la diaspora plutôt que sur place, parce que les gens ont tellement de problèmes basiques de survie au quotidien. Donc je pense plus au public de la diaspora. Donc ce que j'espère, c'est que la diaspora va s'intéresser à cette histoire, et au-delà même des Camerounais, que ça intéresse d'autres Africains, parce que en vrai, historiquement, le Cameroun, c'est le pays d'Afrique subsaharienne francophone où il y a eu une guerre de libération. Donc ne serait-ce que pour ça, j'espère que les gens vont s'y, pas que les Camerounais, mais les Africains et même les Français vont s'intéresser. Donc il y a déjà ça. J'espère aussi que ça va intéresser les Français tout court, qui n'appartiennent pas à la diaspora, parce que c'est aussi leur histoire, c'est l'histoire coloniale en fait française. Et d'ailleurs, ça intéresse des Français qui connaissent rien au Cameroun et qui s'intéressent à l'histoire coloniale. Puisque je sais pas si vous avez entendu parler, mais cette année, il y a eu une commission, mémorielle commandée d'historiens camerounais et français qui avaient travaillé sur la guerre de décolonisation. Et en août, Emmanuel Macron a envoyé qui a publié un rapport en janvier. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah si, oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça. Parce que si c'est déjà Emmanuel Macron qui demande, bon là c'est déjà ça commence mal déjà. Oui, mais bon, enfin c'est juste pour dire que voilà, il y a eu cette actu sur la guerre de décolonisation du Cameroun et donc sur l'histoire du Cameroun. Donc ce que j'espère, c'est que cette actu permette de mettre en lumière mon livre. Même si je l'ai fait de manière complètement indépendante, c'est pas du tout quelque chose qui est issu de la commission d'historiens. C'est un travail complètement indépendant, mais ce que j'espère, c'est que ça mette un peu le projecteur dessus, quoi, parce que écoutez, on est en France, vous avez beaucoup de BD sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas ce qui manque dans les rayons. C'est-à-dire que si vous allez dans une librairie de bande dessinée en France, et que vous voulez quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale en France, vous avez, c'est-à-dire que ils racontent leur guerre en fait. Sur la Première Guerre mondiale, sur la Seconde Guerre mondiale, vous avez une pléthore d'écrits, une pléthore de romans. Donc, en fait, il faut juste que, pour pas disparaître, qu'on écrive aussi nos histoires, quoi. C'est aussi notre devoir, voilà. Donc, c'est important d'écrire nos histoires sous quelque forme que ce soit, donc que chacun
fasse ce qu'il peut à son niveau. Voilà. Moi, je sais faire des bandes dessinées, donc je fais des bandes dessinées. Maintenant, si ça arrive au Cameroun et que ça touche quelques personnes, je serai contente. Mais ça, je le sais pas. Normalement, je devais être en novembre là au festival de bande dessinée, il a été annulé parce que ça suivait la crise post-électorale et je pense qu'ils ont pas trop voulu. Ils ont pas trop voulu organiser un regroupement comme ça pendant cette période un petit peu compliquée. Voilà. Donc c'est ce que j'espère. Et aussi je vais vous envoyer un lien, mais j'ai aussi je vous avais dit que pendant que j'écrivais cette bande dessinée, j'étais un peu frustrée en tant que femme de ne pas avoir des figures féminines dans cette histoire de la guerre de décolonisation. Et il y a une revue française qui m'a donné l'occasion de raconter une histoire, celle de Marthe Moumier, qui était l'épouse de Félix Moumier, la veuve donc de Félix Moumier, qui était empoisonnée par un agent français en 60, et qui a écrit ses mémoires. Voilà, elle est morte en 2009, mais elle a écrit ses mémoires. J'avais mis la main dessus, en fait, pendant mes recherches, et je l'ai adapté dans une courte BD de 12 pages qui a été publiée dans une revue féministe française qui s'appelle La Déferlante. Je peux aussi vous envoyer le lien sur la revue. Et c'est une revue que vous pouvez commander. Alors, elle n'est plus en kiosque parce que c'était le numéro de printemps, donc il est passé. Mais vous pouvez la commander, commander et la recevoir chez vous. La BD s'appelle Cameroun 1960, Marthe Moumier raconte. Waouh, là tu nous donnes l'eau à la bouche là concernant le combat, on va dire le combat entre guillemets des femmes. Alors juste, alors sans tout donner la substance, mais peut-être nous parler d'une action peut-être que les femmes ont menée, je sais pas, que ce soit de manière sur le terrain, de manière physique, ou peut-être même qu'elles ont pensé à une stratégie. Voilà, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter par rapport au combat, par exemple, de Marthe Moumier? Oui, alors déjà, je vous ai envoyé le lien. Ouais, je viens de le recevoir là, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le lien sur la BD que vous pouvez pas lire en ligne. Hein. C'est soit vous vous abonnez pour lire la BD en ligne, ou alors vous la commandez pour la recevoir chez vous. Alors l'anecdote, j'ai une anecdote qui peut faire sourire. C'est que quand en 55 vous avez les émeutes à Douala et où en fait c'est compliqué pour les UPCistes, donc il y a Ruben Ouniobé qui entre dans le maquis en Pays Bassa. Mais de l'autre côté, vous avez Félix Moumier, Ernest Ouandier, qui eux en fait basculent, s'enfuient pour aller en zone anglophone à Kumba. Alors donc donc on est en juin ou en juillet 1955 et en fait Félix Moumier doit partir en zone anglophone parce qu'à l'époque en zone anglophone l'UPC n'était pas interdite. Hein. Donc là je parle d'émeutes qui après mènent à l'interdiction de l'UPC, d'accord ? Donc là Félix doit s'enfuir et Marthe Moumier le déguise en femme. Voilà, donc ça c'est une anecdote assez marrante. Elle le déguise en femme, elle le maquille, tout ça, elle lui met un foulard, elle lui met le pagne, et il enfourche une moto, et il s'enfuit comme ça, voilà, incognito. Ah ouais, d'accord. J'étais en train de m'esclaffer là. Ok, ok. Ok. Donc comme quoi, en fait, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que, en fait, quand tu te déguisais en femme, tu étais moins craint, c'est ça, tu pouvais te déplacer plus facilement dans la ville et c'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant le maquis, les femmes et les enfants étaient moins contrôlés. Souvent, très souvent moins contrôlés que les hommes, parce que elles paraissaient inoffensives par rapport aux hommes. Ah ouais, d'accord. Et du coup, la stratégie, ça a été de se déguiser pour pouvoir... ok. Et ben, d'accord. Et vous avez aussi des femmes qui ont servi de sentinelles pendant le maquis. Vous avez aussi la section féminine de l'UPC qui s'appelait l'UDFEC. Ça c'était donc il y avait l'UPC, donc le parti principal. Vous aviez sa section féminine UDFEC, Union démocratique des femmes camerounaises.
qui envoyait régulièrement des pétitions à l'ONU, tout comme l'UPC envoyait des pétitions à l'ONU, l'UDFEC, elles envoyaient beaucoup de pétitions à l'ONU pour se plaindre de la condition des femmes au Cameroun sous occupation française. Et Marthe Moumier, c'était une des fondatrices, une des fondatrices de l'UDFEC. Voilà, vous avez d'autres choses aussi, mais voilà, mais c'est vrai que c'est toujours les femmes qui passent à côté, donc voilà, mais voilà. Vous avez des choses qui vont sortir dessus. Alors, je ne suis pas à l'origine du projet, mais surveillez, il y a quelque chose qui va sortir, je pense. Eh ben, écoute, compte sur nous, on est là pour ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, hein, parce que j'avoue, je savais que les femmes avaient contribué, mais de quelle manière concrètement, je savais pas. Je savais pas, et avec toutes les actualités qui passent au Cameroun aujourd'hui, c'est difficile de se concentrer sur plusieurs sujets, de creuser bien comme il faut. Donc avec les liens que tu partages, ça permet d'accéder directement à l'info. Quitte à s'abonner, on va le faire, hein. Voilà, c'est l'histoire de notre pays. Donc vraiment merci encore Annick. Mais merci à toi, et moi j'ai une petite question quand même. Juste une petite question. Et toi, juste en tant que lecteur, qu'est-ce que tu as retenu en fait, des enfants du pays? Est-ce que tu t'attendais à lire ça, ou voilà? Moi, j'ai juste une question, c'est ça, en tant que lecteur. Alors, moi déjà en tant que lecteur, ma première surprise, quoique, c'était sur la forme. Donc j'ai vu que c'est totalement bleu. Pour ceux qui vont acheter, vous allez voir, voilà, c'est bleu, voilà, et je remarque que, vu peut-être que c'est fait à dessein, parce que tu as appelé ça une autofiction. Donc en fait, tu as pas mis l'accent sur les traits du visage des personnages, c'est des choses qui sont un peu esquissées, c'est pour juste peut-être donner telle femme avec les cheveux bouclés, c'est Myriam. Voilà à peu près les traits de son petit garçon Marcus. Alors les enfants du pays, je savais que ça allait parler de l'histoire du Cameroun quelque part, de la décolonisation, mais je savais pas que l'histoire devait commencer avec une diaspora. Donc effectivement, Myriam, qui joue le rôle de, entre guillemets, ton personnage, voilà, qui est dans la diaspora, qui est déconnectée de son pays parce que ça fait très longtemps qu'elle n'y est pas rentrée. Elle ne connaît plus grand chose. Elle entend parler des lions indomptables. Et voilà, son fils. On va dire que c'est même par le football ou les lions ou peut-être 2-3 autres trucs que son fils est resté accroché à la culture du pays. Et voilà. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est le fait que voilà, le livre fait pas mal de va-et-vient. Bon, tu as appelé ça un thriller. C'est-à-dire que le livre commence par non, les va-et-vient, c'est les flashbacks. Non, le thriller, c'est le genre. C'est le genre. Voilà. Les flashbacks, oui, c'est juste, des fois, on est en 2020 et des fois, il y a des choses qui se passent dans le passé. Des fois, on est en 94. Après, voilà, ouais, c'est ça qui ça commence l'histoire commence par un kidnapping, bam, et après, ça revient. On est à Noël, la solitude, machin. Donc oui, j'ai lu, je me suis reconnu dans plusieurs problématiques. Donc j'ai été agréablement surpris sur la forme. Sur le fond, bon, je savais que le fond, voilà, il devait avoir forcément le fond. Voilà. Alors moi, j'avoue, je pensais que son père, parce que quand l'histoire a commencé, je pensais que le père, il était passé de l'autre côté, quoi, directement. Mais après, voilà, j'ai rapidement, je sais plus, à la partie de la 20e ou la 15e page, voilà, en fait, il était pas encore décédé, il était encore vivant, sauf que, voilà, il a coupé court, et après, on retrouve des lettres que la jeune fille a envoyées à son père. Bon, bref, je vais pas spoiler, c'est très intéressant, les gars. Vraiment, allez acheter le livre. Je vais d'ailleurs laisser Annick terminer en nous rappelant où est-ce qu'on peut le trouver, mais vraiment, je trouve vraiment que c'est une très bonne façon d'aborder l'histoire, pas de manière trop hyper pédagogique, hyper machin, en mode tel est venu, il a colonisé, il nous a fouetté, mais voilà, c'est ça, ouais, exactement. C'est pas quelque chose de pédago. C'est une aventure, Exactement. Partir d'un prisme familial et voilà, et raconter l'histoire comme ça du Cameroun en filigrane. Je trouve que ça permet de s'identifier, on se reconnaît, machin. Non, c'est très, très, très intéressant. Donc vraiment, Malibu, Neurospin, Algorium, tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont écouter, après, vraiment, n'hésitez pas. Et donc, du coup, Annick, une dernière fois, parce que c'est toujours la répétition la mère de la science, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, s'il te plaît? Donc, je répète, le nom du livre, c'est Les enfants du pays.
Les enfants du pays. Le sous-titre, c'est un thriller familial et politique au cœur de la guerre de décolonisation du Cameroun. Voilà, donc je suis l'autrice Annick Kamgan. Vous pouvez le trouver. Donc la maison d'édition, c'est la Boîte à Bulles. Vous pouvez le trouver en librairie. Voilà, vous allez dans une librairie, vous demandez, s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Et vous pouvez aussi le trouver en ligne. Vous pouvez l'acheter, il y a sur plein de sites en ligne sur lesquels vous pouvez l'acheter, la Fnac, Cultura, Africa Vivre, je sais pas, j'ai pas la liste quoi. Vous tapez les enfants du pays, Annick Kamgan sur Google, vous allez le trouver. Si vous voulez l'acheter en ligne, sans aucun problème. Ben, je mettrai les liens en bas de la description de la vidéo sur YouTube. Je mettrai Voilà, c'est ça. Et je suis très active sur le réseau social Instagram, Annick Kamgan sur Instagram. Et ben voilà, les amis, Malibu, et si vous avez pas de questions, on va remercier notre invité. Et voilà, c'est notre contribution. Voilà, vous avez vu que voilà, Annick, son combat passe à travers son art. Nous, c'est à travers à la fois la communication et d'autres stratégies d'aide à ceux qui sont sur le territoire. Donc merci encore Annick d'être passée. Donc on va pas. Merci à toi. Merci à vous pour l'écoute et l'invitation. Écoute, je t'en prie. Donc Neurospin, ton dernier mot de fin et peut-être un mot de revoir à notre invité. Après, on va clôturer le space. Voilà, et vraiment, je salue ton livre, ton courage aussi, parce que ce n'est pas évident et tout. Et je souhaite vraiment que, même si ça ne fait que à éduquer, parce que moi je me dis la majorité de ceux qui ont vraiment besoin, en tout cas qui auront plus besoin du livre, c'est ceux qui sont vraiment encore au pays. Nous autres, voilà, on peut se bloquer facilement et lire, et on a une idée de voilà ce qu'on veut, l'idéal pour le Cameroun et tout. Mais mon plus gros regret, c'est que la majorité de nos frères qui sont encore derrière, nos frères et nos sœurs, bien sûr, je disais ça juste avant qu'on commence le space. C'est un peu comme si on a perdu le cerveau. C'est-à-dire que si un jour dans un monde un vrai dictateur veut savoir comment est-ce qu'on peut tétaniser toute une population, il faudra qu'on vienne faire une autopsie sur le cerveau de la majorité des Camerounais. Et c'est ça qui m'inquiète, parce qu'on a le potentiel. On a voilà, tu utilises ton art, tu exprimes quelque chose, et j'ai pas encore eu le plaisir de le lire, mais quand j'entends Kemita parler, je suis sûr que ça va être une délice. Mais puis de l'autre côté, voilà, on juxtapose, et puis il y a d'autres jeunes qui font des trucs vraiment indéfendables, insoutenables, et donc j'encourage toutes les initiatives qui consistent ou bien qui vont aider à conscientiser le peuple, qui vont aider à nous sortir de cette stupeur, c'est-à-dire que c'est même plus pire que le coma en fait, parce que quand quelqu'un est dans le coma, au moins on sait qu'il respire encore. Nous, on ne respire même plus au Cameroun. Nous, on n'est plus dans cette... c'est-à-dire que voilà, en tout cas, c'est désolant. Merci beaucoup d'avoir passé quelques temps avec nous, Annick. J'apprécie beaucoup et je vais sans doute me commander une copie du livre. Merci à vous. Merci. Merci Annick. Oui. Bonne soirée. Au revoir. Excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là.
D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Meitup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication, elle est beaucoup plus fluide, la négociation, elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain, vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça. Vous avez le lien en description. On se retrouve sur Meitup tout de suite. La vidéo peut commencer.